Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Au moment où cet épisode sera diffusé, votre maire sera élu ou peut-être dans un second tour. Vous le savez, nous sommes en week-end au moment où nous enregistrons d'élections municipales. Avec Thierry, on adore parler de tous les sujets et on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de vous faire découvrir ce que sont les élections municipales. Donc, c'est le sujet de la semaine. Mais au fait, Thierry, c'est quoi les élections municipales? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors effectivement, les élections municipales, alors rassurez-vous, on va pas faire un cours d'éducation civique, c'est pas le but, vous nous connaissez, on essaye de faire ça de manière détendue, avec des anecdotes, etc. Le principe de l'élection municipale, évidemment, vous le connaissez, c'est le moment où les habitants d'une commune choisissent les personnes qui vont gérer leur ville ou leur village pour les prochaines années. En l'occurrence, les 6 prochaines années, quoique pour ces élections, ça se discute, ça sera peut-être prolongé d'une année, on en reparlera éventuellement plus tard. Ok. Et donc, on a un petit peu listé différents cas de figure qu'on va vous présenter. Eh Et bien, on va écoute, Thierry, avec plaisir. Je t'avoue que moi, en plus, qui suis quand même assez investi dans la politique locale, pour le coup, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Exactement. Et du coup, alors, on va commencer tout de suite par une idée reçue, parce que souvent, quand on parle élection municipale, on se dit, on va élire le ou la maire. Alors, excusez-moi d'avance, je vais à chaque fois dire le maire, parce que c'est plus simple pour pas faire le et la à chaque fois. Et évidemment, c'est aussi bien un homme qu'une femme. Oui. Or, c'est une idée reçue. C'est-à-dire qu'en fait, on n'élit pas directement le maire. J'en veux pour preuve, si vous regardez les bulletins que vous avez utilisés, en fait, c'est pas comme au présidentiel un bulletin avec un nom, c'est une liste. Donc en fait, on vote pour une liste de candidats qui deviendront du coup les conseillers municipaux, et on va y venir un tout petit peu plus tard. C'est ensuite les conseillers municipaux qui vont effectivement élire le maire. Ça, Sylvain, quand on avait préparé, tu me disais que pour toi, tu avais même, enfin pas un doute, mais c'était absolument clair pour toi ou pas à 100%. Non, c'était pas clair. C'était pas clair. Je t'avoue que pour autant, ça m'intéresse. Je savais évidemment qu'il y avait la partie liste et qu'il y avait le tête de liste ou la tête de liste, effectivement. Mais j'étais quand même resté malgré tout dans l'optique de se dire, j'élis le maire ou la maire. Voilà, je vote cette liste et c'est forcément le mec qui est en tête de liste qui sera élu. Donc j'étais dans une semi-connaissance, je te dirais. Et Donc tu es en sachant train de me dire que mon intro, elle était pourrie là, Thierry, et si je résume bien. non, non, du tout, parce que c'est souvent les idées reçues. Et d'ailleurs, ça fait une transition sur un sujet que tu voulais aborder, qui est par rapport aux communes qui ont des arrondissements, parce que l'exemple typique, évidemment, dans les actualités, on parle surtout de Paris et on cite différents candidats. Or, il n'y a Oui. pas de garantie absolue que ce soit, même si c'est des listes correspondantes qui sont élus, que ce soit forcément ces candidats-là. Tu peux nous rappeler comment ça se passe dans les 3 grandes villes, donc Paris, Lyon, Marseille? Alors, sur ces 3 grandes villes-là, effectivement, il y a un maire de commune, on va dire, général, et puis il y a des arrondissements. Donc, il y a 20 arrondissements pour Paris, 16 pour Marseille, 9 pour Lyon, et il y a également un maire par arrondissement. Donc, au final, il y a effectivement une gestion, on va dire, avec une certaine autonomie en fonction de votre quartier. Et après, il y a un maire global qui, lui, va présider le conseil municipal. Voilà. Donc effectivement, c'est toujours cette même approche avec un petit découpage supplémentaire pour ces communes, en sachant que maintenant, pour les modalités du scrutin, Paris, Lyon, Marseille, c'est géré exactement comme toutes les autres communes à partir de cette année. Avant, il y avait des règles particulières qui s'appliquaient, mais bon, on va pas rentrer dans le détail puisque c'est plus à l'ordre du jour. Le sujet de la durée du mandat, comme je disais, donc les élus municipaux, ils sont élus pour une durée de 6 ans. Alors je disais en temps normal parce que ça n'a pas forcément toujours été le cas. Et là, par exemple, il y a une discussion parce que donc, pour ces élections, on est donc en 2026. Donc ça veut dire prochaines élections du coup 2032. Or, la problématique, c'est que la prochaine élection présidentielle, ça sera en 2027 et c'est un quinquennat, ce qui signifie qu'on aurait en même temps élection présidentielle
et élection municipale. Alors en même temps ou à quelques Oui. semaines près, c'est ça qui fait qu'il y a des discussions, et ça on le verra plus tard dans les actualités, qui font qu'éventuellement ça peut être décalé. Mais en règle générale, en tout cas, un mandat de conseiller municipal et donc par conséquent de maire, c'est 6 ans. D'accord. Oui, pour avoir tenu plusieurs fois un bureau de vote, en tout cas été dans un bureau de vote, pas président d'un bureau, c'est une sacrée organisation, c'est un sacré travail. Donc effectivement, enchaîner plus 2 élections avec très peu d'intervalle, je peux comprendre que ça soit compliqué à manager. Absolument. Et du coup, tu parlais qu'effectivement, tu avais participé dans des bureaux de vote, donc tu peux confirmer qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui peut voter. Ah, tout le monde ne peut pas voter. Non, tout le monde ne peut pas voter. Tu vas pouvoir nous dire qui peut voter. Alors moi, je vais quand même te dire, pour moi, quand je tenais le bureau, il faut déjà au moins être majeur. Absolument. On peut pas avoir un votant qui est mineur. Il faut être de nationalité française ou citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Exactement, et ça c'est une particularité pour les municipales par rapport aux autres pays, c'est que par rapport aux autres élections, pardon, dans le sens où effectivement, comme c'est l'élection la plus proche, on va dire physiquement, on connaît tous notre maire en règle générale. Du coup, c'est ça qui fait qu'on autorise des personnes qui ne sont pas françaises à participer à une élection, ce qui n'est pas le cas pour la présidentielle, pour les législatives, ce genre de choses. C'est ça. Et puis il reste un dernier critère. Et ça, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune. Et souvent, ça, les gens, quand ils déménagent, ils ne le font pas. Je te dis ça, par exemple, ma compagne qui habite dans l'Essonne, là où je vis depuis des années, est toujours sur les listes de Fréjus. On en parlait ce matin. Donc, globalement, si elle veut aller voter, il faut se taper 8 heures de route, ce qui, effectivement, n'est pas le but de ma journée. Mais donc voilà, pensez bien à le faire parce que ça ne se fera pas tout seul. Exactement, ou bien sinon faire procuration, mais là c'est trop tard, mais c'est l'idée générale. Et pour finir sur cet aspect-là, j'en profite, c'était pas dans le conducteur, mais je venais d'y penser. Souvent, les gens pensent qu'il faut forcément avoir sa carte électorale. La carte électorale n'est pas obligatoire, donc on peut se présenter sans carte électorale. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est une pièce d'identité. C'est ça, exactement. Alors maintenant, Thierry, le sujet, l'élection du maire, parce que tu nous as un peu vendu une information un peu contradictoire par rapport à ce que j'avais annoncé. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, parce que c'est vrai que c'est particulier. Comme on disait, on voit tous sur les tracts qu'on a reçus, etc., une personne qui est mise en valeur, qui est ce qu'on appelle la tête de liste. Mais en fait, c'est pas obligatoirement cette personne. En fait, ce qui se passe, c'est que lors du premier conseil municipal, donc une liste est élue et donc il y a ce qu'on appelle les conseillers municipaux qui sont élus. Donc c'est un peu comme une assemblée, mais pour la commune. Et donc c'est eux lors du premier conseil municipal qui vont voter entre eux pour élire le maire et ses adjoints. Donc les adjoints, ça je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est un peu l'équivalent des ministres, si on pourrait dire, au niveau national. Il y a un adjoint au sport, un adjoint à la culture, etc. Voilà. Et donc, généralement, évidemment, non, tu n'as pas dit de bêtises, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est la tête de liste qui est élue, mais comme on disait, c'est pas automatique. Et ce qui se passe par rapport à ça, c'est que la tête de liste, pourquoi est-ce qu'en général c'est elle qui est élue? C'est parce que justement, donc, il y a une liste qui est montée, avec d'ailleurs parité, et c'est une obligation une obligation absolue à partir de ces élections, donc parité homme-femme. Et donc la tête de liste, elle est définie dès le départ. Donc c'est pour ça qu'elle est mise en valeur sur les tracts et qu'on sait du coup que ce sera cette personne-là. Mais donc, comme je disais, c'est pas une obligation du fait qu'il y a un vote. Et en fait, il y a quelques cas où la tête de liste n'est pas forcément le maire. Est-ce que tu pourras avoir quelques souvenirs ou quelques idées en tête? Alors, souvenirs, non, aucun. Idée en tête, en voyant le conducteur, et pour le coup, ça, j'y ai pensé, je me dis, si toutefois, à un moment, entre le moment où la personne a été élue tête de liste et le moment où l'élection a eu lieu, peut-être que les gens ne s'y retrouvent plus dans ce que la personne propose et se disent, on va peut-être voter pour quelqu'un d'autre. Exactement. Et en fait, alors il y a des cas plus, on va dire, désagréables, si je peux dire, que d'autres. Le premier, on va commencer justement par ce cas-là, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler la trahison ou la fraude, pardon, interne.
La mutinerie du Bounty, version élection, ok. Donc ça, c'est le Exactement. scénario spectaculaire, on va dire. Là, c'est vraiment... Ah, tu parles de trahison, c'est un mot fort, Thierry. Ah oui, mais imagine, en fait, donc, il y a les élections qui sont passées. Les conseillers municipaux, donc, ils sont donc élus, ça c'est indiscutable. Ils se regroupent, ils ont donc une majorité, et donc ça se fait à huis clos. Mais s'il y a une partie d'entre eux qui estime que la tête de liste n'est plus légitime, alors il peut y avoir plein de choses, hein, ça peut être des conflits personnels, ça peut être des désaccords sur le programme, bah, ils peuvent décider de voter pour un autre adjoint ou conseiller de la même liste. Alors évidemment, tu peux pas, comme on a dit, hein, les conseillers municipaux sont élus, donc admettons qu'il y ait deux listes, tu peux pas dire ah oui mais finalement on aurait préféré quelqu'un de l'autre liste. Ça reste quand même une équipe qui est élue, mais donc Ouais. c'est pas forcément la tête de liste qui est automatiquement élue, c'est une personne de la liste et donc il est arrivé des situations où comme on disait, pour cas de mésentente, ce genre de choses, fait que finalement, c'est le numéro 2, voire le numéro 3, qui se retrouve élu. Imagine quand même, enfin, je pense qu'il y a de la frustration, je pense qu'il y a des millions de sentiments pour la tête de liste qui, effectivement, je pense que le terme trahison, sur le coup, là, est légitime, où la personne pense être maire et finalement ne l'est pas. Donc, pour le ou la future maire qui pense l'être, bah, je pense qu'il y a encore un stress pendant une petite semaine, le temps qui est vraiment le vote au conseil municipal. Bah oui, bien sûr. Et je me pose la question, Thierry. Là, j'ai une question qui me vient comme ça. Ah, hein. Imagine, tu peux être par exemple un homme politique connu. Tu sais, c'est souvent le cas, qui a une certaine notoriété, une certaine image publique. Oui, Et donc, peut-être que mettre cette personne-là en tête de liste, ça peut donner l'envie aux gens de voter pour cette personne qui est connue, qui a un certain statut, une certaine aura, et oui. qui derrière se dit, je vais peut-être pas briguer non plus ça parce que j'ai d'autres mandats derrière qui sont à jour. Donc, je vais me mettre en avant pour pouvoir faire un petit peu un effet marketing. Et ensuite, je laisse la place à quelqu'un d'autre en restant dans le conseil municipal pour la suite. Est-ce que ça peut être un bon exemple? Alors ça peut être un bon exemple, mais généralement dans ce cas-là, c'est pas exactement ce qui se passe. Souvent dans ce cas-là, par exemple, tu prends depuis pas mal d'années, euh, on avait des maires qui pouvaient être ce qu'on appelait députés maires. Donc ils siégeaient à l'Assemblée, ils étaient maires. Maintenant, c'est plus possible par le biais de ce qu'on appelle le cumul de mandats. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que ces gens-là se présentent, mais en position 2, 3, 4 dans une liste pour quand même avoir une attache vis-à-vis de leur commune, mais Ok, sans être élu maire en tant que tel pour éviter justement cette problématique de cumul de mandats. Par ok, contre, ce qui peut être compliqué aussi, et il y a le cas au Havre, en l'occurrence au moment où on se parle, d'accord. donc au Havre où la personne sur une des listes, c'est le maire sortant actuel, ancien Premier ministre, qui se présente et qui avait déjà annoncé qu'il voulait se présenter aux élections présidentielles. Et je lisais dans la semaine qui disait si finalement il ne remporte pas l'élection au Havre, à ce moment-là, il ne se présentera pas à la présidentielle, parce que tu dis s'il Oui. gagne pas dans son fief, c'est quand même compliqué ensuite au niveau national. Je parle en l'occurrence de Édouard Philippe. D'accord, c'est pas illogique, effectivement. Ok. Donc ça, c'est mon exemple. Mais il y a une possibilité, je vois dans le conducteur, de retrait volontaire. Oui. Donc effectivement, parfois il y a la tête de liste qui gagne l'élection, mais qui décide de ne pas briguer le fauteuil de maire. Alors il peut y avoir différentes raisons. Hein. Ça peut être, comme on disait, donc le cumul de mandats. On vient d'en parler. Donc si elle est déjà députée ou sénatrice par exemple, et donc Mhm. préfère garder son mandat, c'est exactement le cas qu'on citait. Ça peut être évidemment des cas de raisons de santé ou raisons personnelles, un changement de situation entre le dépôt de la liste et l'élection. Donc, Ok. Oui, voilà, ça, c'est... obligation de quitter la ville pour raison personnelle, par exemple, et forcément, parce qu'il faut savoir qu'en plus, le maire, par exemple, a l'obligation d'avoir, de résider au moins dans la commune, ce qui paraît Ouais. logique. Oui. Alors bon, des fois, c'est un peu tourné différemment avec un local ou des choses comme ça, mais bon, il faut avoir Ouais. une attache locale. Mais imaginons en Heureusement. particulier dans des petites communes, le conjoint qui est muté. Bah, du coup, potentiellement, tu t'arrêtes. Et puis, ça peut être, comme on disait, la stratégie politique, la personne qui préfère laisser son poste à quelqu'un d'autre, tout en restant influente dans l'ombre. C'est le cas de figure qu'on expliquait juste avant. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un cas peut-être un peu plus concret? Oui. Alors, il y a eu le cas de Saint-Rémy-de-Provence en 2020. Donc, il y avait la liste d'Hervé Cherubini
donc qui était le maire sortant, qui remporte l'élection avec une avance confortable. Et donc, lors du premier conseil municipal, donc qui devait être qu'une formalité pour sa réélection, en fait, il y a une partie de sa liste qui a fait sécession. Donc, ils ont dit, ouais, mais finalement, non, ça nous va pas. Et donc, ses propres listiers, ils se sont alliés avec l'opposition pour voter contre lui. Et c'est un de ses anciens adjoints qui a fini par être élu maire à sa place. Alors là, c'est carrément avec l'opposition. C'est-à-dire que là, on a pris vraiment une toute autre tournure. Là, c'est vraiment une mutinerie à grande échelle. C'est de se dire, c'est vraiment impressionnant. Je n'avais pas eu vent de cette histoire. Donc ça reste sur la même liste, mais du coup, forcément, c'est l'ensemble des conseillers municipaux qui votent, donc ceux de la majorité et ceux de l'opposition. Donc c'est aussi le danger entre quand tu gagnes à raison de 80-20 ou bien si tu gagnes à 52-48, c'est pas la même chose. Le pire dans cette histoire, c'est qu'en plus, l'élection, elle a été annulée plus tard par le tribunal administratif pour des raisons techniques de bulletin de vote. Mais bon, le putsch politique, il a quand même bien eu lieu dans la salle du conseil, même si au final, il y a eu de nouveau des élections derrière. Si par hasard vous habitez cette commune, faites-nous signe. J'imagine que forcément les habitants de Saint-Rémy-de-Provence s'en souviennent particulièrement. Oui, et là, effectivement, c'est un exemple vraiment concret. Et je me pose une question, Thierry. Qu'est-ce qui se passe s'il y a que 2 listes? Parce que là, on parle de grandes communes, on parle de, mais parfois ça arrive qu'il y ait vraiment que 2 listes. Est-ce qu'un second tour est possible? Parce que je me pose la question et je me dis, si t'as que 2 listes, soit il y a une égalité extrêmement parfaite, ce qui paraît quand même peu probable en fonction du nombre d'habitants. Comment ça se passe? Alors, quand on préparait l'épisode, je te citais un cas près de chez moi d'une commune de plusieurs dizaines de milliers d'habitants où le maire a été élu à 7 voix près. Donc, quand on dit que tous les votes comptent, c'est une réalité. On cherche un peu dans les annales. Mais en fait, ça reste possible même avec seulement 2 listes. Et même ça peut paraître contre-productif, parce qu'effectivement on se dit, si l'un fait 48%, l'autre fait forcément 52%, et du coup, forcément il y a une majorité. Mais il peut y avoir 2 obstacles juridiques qui peuvent empêcher une victoire dès le premier tour. Le premier, c'est donc la règle de la majorité absolue. Donc, pour être élu au premier tour, une liste doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, autrement dit, c'est 50% des voix plus une. Ça, c'est le principe de la majorité absolue. C'est ça. Ce qui est quand même assez connu, logique. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que dans le décompte des voix en France, on ne compte que les suffrages exprimés, donc les bulletins pour la liste A ou la liste B. Les votes blancs et les votes nuls, ils sont écartés du total des exprimés, parce que par définition, ils ne sont pas exprimés, parce qu'ils n'ont pas choisi pour l'un ou pour l'autre. Du coup, le scénario du blocage, c'est le suivant. Si les 2 listes, ils font un score extrêmement serré et qu'il y ait une égalité parfaite, ce qui peut arriver du coup typiquement dans les petits villages, aucun n'a la majorité absolue. Et il faut donc un second tour pour trancher. Ça rejoint exactement ce que tu disais au début. Tu disais, c'est quand même vraiment pas de chance. Oui, mais tu as des communes où tu as 50 habitants. Oui, non, mais c'est ça. En fait, pour un village, ça paraît totalement probable. Je vais dire, il y a tellement peu d'habitants, ça peut arriver. Mais quand tu m'avais cité l'exemple d'une commune de plusieurs, milliers d'habitants, là, tu te dis, c'est quand même assez incroyable qu'il y ait si peu d'écart. Exactement. Et ensuite, il y a une autre règle qui est ce qu'on appelle le quorum des 25%. Donc ça, c'est pour les communes de plus de 1000 habitants. C'est d'ailleurs la seule spécificité maintenant pour les communes de plus de 1000 habitants, parce que il y avait tout un ensemble de règles qui s'appliquaient, avec par exemple le fait de pouvoir barrer des noms, ce genre de choses qu'on appelait le panachage. Mais ça a été enlevé à partir de ces élections. Du coup, on n'en parlera pas. Mais en fait, du coup, le quorum des 25%, c'est en fait le piège le plus fréquent. C'est-à-dire que pour gagner au premier tour, il suffit pas d'avoir plus de 50% des voix exprimées, comme on disait. Il faut aussi que ces voix représentent au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville. OK. Donc, j'explique avec un cas concret. Supposons qu'une ville compte 1000 inscrits. D'accord? Donc, il faut du coup au moins 250 voix pour gagner au premier tour, les fameuses règles des 25%. Ouais. S'il y a une énorme abstention, et supposons qu'il n'y ait que 400 citoyens qui vont voter, et que la liste A, oui.
Ce qui arrive, excuse-moi de te couper, ça arrive régulièrement. Alors, je crois de mémoire que les élections municipales sont quand même une des élections avec le plus de participation. Absolument. Avec les présidentielles, parce qu'on est vraiment dans une politique locale, mais malgré tout, on est rarement dans des scores qui sont incroyables. Donc c'est vrai que ça joue, parce que il faut pouvoir aller séduire le nombre de personnes qui votent. Et c'est vrai que quand t'as pas assez de votants, c'est difficile derrière d'aller continuer. Donc c'est pour ça qu'il y a le quorum. Ok. Exactement. Et donc, du coup, je disais, donc tu prends une ville qui a 1000 inscrits. D'accord? Donc, il faut au moins 250 voix pour gagner au premier tour. S'il y a une énorme abstention, du coup, admettons qu'il y a que 400 citoyens qui vont voter. La liste elle obtient 210 voix. Donc, ça fait 52,5% des exprimés. Ouais. Le problème, c'est que 210 voix, c'est moins que les 250 requis, les fameux 25% des inscrits qu'on parlait. Et ma résultat, on organise un second tour, même s'il n'y a que 2 listes. Eh ben ça. Alors j'avais entendu déjà parler du quorum, mais je m'étais jamais vraiment plongé dedans, donc j'ai bien compris la logique. Donc, pour résumer, l'idée, c'est en fait de dire, et on va y revenir sur le point juste après, qui est de dire qu'en fait, on va dire le maire, de nouveau, mais bon, l'équipe municipale, qu'elle soit élue, mais euh, comment dire, élue réellement, c'est-à-dire pas élue parce qu'il y a que 10 personnes qui ont voté pour eux, et avoir une légitimité, c'est le terme que je cherchais, avoir une légitimité vis-à-vis de la population, et c'est pour ça qu'il y a ces règles-là qui sont en place. Euh, donc, et j'avais la discussion ce matin avec mon épouse de dire, bah oui, mais les gens qui vont pas voter, bah potentiellement, c'est eux qui peuvent générer du coup le fait qu'il y ait un deuxième tour, même s'il y a que 2 listes. Donc, quoi qu'il Exactement. arrive, allez voter, quitte à par exemple voter blanc. Exactement, c'est ça. Déplacez-vous, c'est important, c'est une politique locale, c'est votre quotidien. Donc ça, c'est le petit message pour aller voter. Et là, Thierry, j'ai une question incroyable et unique que personne ne s'est jamais posée. Que se passe-t-il s'il n'y a qu'une seule liste? Eh ben, je me la suis posée pour une raison toute simple, c'est que dans une commune tout proche de chez moi que je connais bien, que je citerai pas, mais que tu connais, eh ben, c'est le cas. Il y a qu'une seule liste, et d'ailleurs, c'est régulier. Et là, il y a une différence entre les communes de moins de 1000 habitants et les communes de plus de 1000 habitants. Pour celles de Okay. moins de 1000 habitants, c'est du coup donc la fameuse réforme dont je parlais, la réforme de mai 2025, elle a simplifié les choses. C'est que du coup, c'est une victoire immédiate. Il n'y Donc, a pas en de fait, quorum. Ouais. exactement, ils ont enlevé le quorum, les fameuses 25%. Donc, la liste, elle est élue dès le premier tour, quel que soit le nombre de votants. Alors, j'ai pas été vérifié parce que ça serait quand même vraiment complètement incongru. Je pense qu'il y a juste une problématique, c'est si personne ne va voter, pas même la personne qui envisage d'être maire. Oui, alors là, j'ose espérer que ça n'arrive jamais. Ce serait vraiment très, très Ce particulier. serait génial. Oui. Oui, alors là, ce serait vraiment une vraie blague pour le coup. Mais non, je pense pas que ça arrive. Bah non, donc du coup, un seul vote suffit. Et donc théoriquement, bah, si un seul électeur se déplace, donc généralement, bah, il y a au moins des gens de la liste Oui. qui se présentent. À ce moment-là, bah, il suffit qu'il y en ait qu'un qui glisse le bulletin dans l'urne, et donc la liste forcément est élue. Et évidemment, du coup, il n'y a pas de second tour. L'élection, bah, elle est pliée le dimanche soir du premier tour. Pour les communes de plus de 1000 habitants, à ce moment-là, c'est un peu plus subtil du fait du maintien de la règle de représentativité, le fameux quorum. Donc, la règle des 25%, elle s'applique toujours. Pour être élu dès le premier tour, la liste unique doit obtenir donc les voix d'au moins 25% des électeurs inscrits. Et si l'abstention est massive, t'en parlais, à ce moment-là, donc si la liste elle récolte 100% des voix exprimées, mais que ça représente seulement 20% des inscrits, parce que donc, comme on disait, les gens sont pas déplacés, pensant justement que c'était gagné d'avance, et ben dans ce cas-là, il faut faire un second tour. Ça a dû arriver, je pense. En faisant, il n'y a qu'une liste. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer un dimanche en sachant que c'est déjà joué? Et là, bim, second tour. Là, ce serait pas mal, ouais. Ça peut arriver, ça. Et là, heureusement, quand même, au second tour, bah, cette règle-là, la règle du quorum saute. Donc, du coup, la règle des 25% ne s'applique plus. Et la liste, évidemment, est élue à la majorité des suffrages exprimés, même s'il n'y a que 3 votants. Mais je pense que dans un cas comme ça, l'ensemble d'ailleurs des membres de la liste, je pense qu'ils doivent pas être très à l'aise parce que de nouveau, au niveau légitimité, ça doit vraiment pas être terrible. Non, mais en même temps, bon, bah, de toute façon, ce sont les seuls à s'être présentés. Donc, il fallait y avoir aussi des concurrents. Et là, j'ai une question qui me taraude, Thierry.
Que Et se oui, passe-t-il s'il n'y a aucune liste? Peut-être que personne dans cette commune, ce village ou cette ville se dit j'ai envie d'y aller, personne n'y va. absolument. Et ça arrive très régulièrement à chaque élection. Je crois, si je dis pas de bêtises, que pour ces élections, donc 2026, il me semble avoir entendu 89 communes où ce cas s'applique. C'est moins que les élections précédentes, mais donc c'est des choses qui existent. Donc en fait, en deux mots, comment ça se passe, c'est que normalement on présente une liste qu'on dépose à la préfecture. Il y a des dates butoirs pour faire ça. Et du coup, donc si personne ne se présente à la clôture des candidatures, déjà en général, il se passe une première chose, c'est que la préfecture, parce qu'il faut savoir, c'est la préfecture qui gère ça. Donc les listes sont déposées à la préfecture. Ouais. Généralement, première étape, c'est que la préfecture, bah, elle peut laisser quelques jours de plus pour un second tour, donc un second tour de dépôt de liste. J'imagine que dans ce cas-là, il y a aussi dans la presse locale des messages, etc. Donc, ce qui fait que dans certains cas, il y a des gens qui hésitent à y aller et qui disent, bon, ok, allez, j'y vais quand même. Et pour autant, bah, ça peut arriver qu'il y ait finalement aucune liste et donc il y a ce qu'on appelle une mise sous tutelle. Ouais. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est le préfet qui nomme ce qu'on appelle une délégation spéciale. Donc, ça va de 3 à 7 personnes suivant la taille de la ville et qui vont gérer ce qu'on appelle les affaires courantes. Donc, les affaires courantes, bah, c'est ce que les villes font au même titre que nous. C'est payer les factures, c'est gérer l'état civil, parce que, bah oui, hein, s'il y a personne qui est élu, bah, tu peux pas te marier. Bah oui. Et Ça peut arriver, ça, pour le coup. Parce ça que peut arriver et ça paraît tu, bête, mais c'est une réalité. mais Encore tu une dois en fois, plus tout te l'intérêt d'aller marier. voter. Ah oui, parce que tu dois te marier dans ta commune résidentielle, enfin de résidence. Donc, tu peux pas te dire, bah, je vais ailleurs. Donc, ça peut être Bon, problématique. ça s'arrange. Tu peux avoir des dérogations, mais effectivement, ça peut poser souci. Et donc, c'est pour ça qu'il y a donc cette équipe spéciale qui est mise en place en attente d'organiser de nouvelles élections dans les mois qui suivent. Donc, ça peut pas être une solution pérenne. C'est une solution temporaire, mais pour la commune vive, parce qu'il y a quand même, comme on disait, des obligations. Au niveau des personnes nommées par la préfecture, je me suis quand même posé la question en me disant est-ce qu'ils tirent au sort des personnes sur les listes électorales euh, Et heureusement, non, parce que bon, il y aurait un côté très démocratique, mais je pense aussi très dérangeant dans ces cas-là. Donc en fait, les personnes ne sont pas prises au hasard et c'est le préfet qui cherche des profils neutres capables de gérer la commune sans prendre de décisions politiques majeures. Parce que comme ils sont pas élus, ils n'ont pas à prendre Ouais. de décisions majeures. Et en fait, c'est souvent des profils d'experts ou des anciens élus ou des fonctionnaires, soit territoriaux, soit nationaux, etc. Ok. Voilà, des personnes qui savent un peu ça fonctionne. Et du coup, donc une fois nommée par arrêt préfectoral, bah, la délégation, elle se réunit pour élire. Dans ce cas-là, c'est un président, c'est pas un maire, hein, parce que du coup, c'est pas possible. Donc c'est un président et c'est ce président qui remplit la fonction de maire, donc officier d'état civil, chef de la police municipale, etc. Et donc il y a des cas concrets, parce que tu aimes bien un petit peu les anecdotes. J'ai vu par exemple dans le Bas-Rhin la ville de Roto. Donc c'est en fait la commune la plus peuplée dans cette situation. Il y a environ 1500 habitants. Et donc le maire sortant qui est âgé de 77 ans, il ne souhaitait pas se représenter. Il y avait des désaccords internes dans l'équipe qui devait prendre la suite. Et finalement, bah, ça a fait capoter le dépôt de la liste à la dernière minute. Et donc, ils savent d'avance pour auto qu'il y aura cette procédure qui sera déclenchée. D'accord. Ok. Ouais, j'aime bien ces petites anecdotes. Là, tu me fais voyager dans le Bas-Rhin. Donc, merci, merci Thierry. Est-ce que justement, ce ne serait pas le moment de passer au niveau des anecdotes de Thierry, ou est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer? Non, alors effectivement, on a essayé d'imager un petit peu tout ça avec des cas concrets qui se rapprochent finalement des anecdotes, mais on peut effectivement passer des anecdotes. Bah écoute, tu m'as dit que toi, t'en avais une en plus qui te tenait un petit peu à cœur, donc je te laisse démarrer. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais tu en avais déjà entendu parler, on en a parlé hier, l'habitante de Rochefourchat, tu sais, qui est une commune avec une seule habitante.
Oui, Alors, il y a 2 ou 3 maisons secondaires, hein, mais on va dire à l'année, il y a vraiment une seule habitante, Josette. Et on effectivement, la bah, salue. cette personne-là, bien bonjour Josette, eh ben se retrouve à devoir gérer quasiment toute la commune. Donc, ce que j'ai regardé, je me suis dit comment ça se passe. Eh ben, sache que Josette, elle est maire adjointe sous l'autorité du maire, donc Jean-Baptiste de Martigny, qui est un avocat parisien et qui réunit le conseil municipal 7 élus tous les 3 mois. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une des personnes effectivement qui a la résidence secondaire et je pense que ça fait partie des exceptions où ils vont pouvoir effectivement gérer ce conseil municipal de cette manière-là. Donc, tu vois, il y a un conseil municipal qui n'est pas tous les mois, qui est tous les 3 mois. Et donc, cette personne-là, elle est quand même un peu d'office maire adjointe et elle gère un petit peu tout. Elle passe souvent dans les médias. Et c'est vrai que cette anecdote, elle m'a traversé l'esprit quand on a parlé de cet épisode. C'est clair et chapeau bas parce que comme on disait, ça doit vraiment pas être évident de gérer avec toutes les charges administratives, les décisions à prendre. Et je pense que pour Et trouver la motivation, ça doit vraiment pas être évident. alors attention parce que là, maintenant, la commune va s'agrandir en nombre d'habitants et elle devra atteindre 8 habitants en 2025. Là, on est à peu près dans les calculs, perdant son record absolu, mais ça reste très peu dense. Voilà, il y a des gens qui étaient en résidence secondaire qui ont décidé de venir vivre à l'année, donc à Rochefourchat. C'est beau. Josette n'est plus seule. C'est génial. Eh ben, écoute, j'ai envie de dire sans transition. Alors, ça va être beaucoup moins sympa ce que je vais amener, mais c'est quand même des choses qui sont importantes, surtout toi qui aime bien l'histoire comme on le sait. Moi, en dernière anecdote, je voulais parler de communes et je connaissais pas. Peut-être que toi, ça te parlait plus. En fait, il y a 6 communes qui sont ce qu'on appelle des communes mortes pour la France. Et en Ouais. particulier, il y a Beaumont en Verdunois. Je sais pas si ça te parlait un petit peu. Alors j'en ai déjà entendu parler, effectivement, de ces communes mortes pour la France et pour lesquelles on veut maintenir le côté historique et le souvenir, devoir de mémoire. Je m'en rappelais pas de cette commune, hein, de Beaumont en Verdun-Nois, on dirait, mais Oui, oui, j'ai déjà Verdun-Nois, entendu. oui. Ouais. Mm. Et en fait, c'est des communes, comme son nom le laisse imaginer, hein, qui n'ont en fait aucun habitant, mais ils ont un maire nommé par le préfet, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment. Et ces communes, donc, elles sont pas comptées dans les 100 candidats puisque du coup, il n'y a pas de corps électoral, hein, parce qu'il n'y a pas d'habitants. Donc la question se pose pas, mais ça illustre bien la survie administrative de micro-territoires. L'idée, c'est du coup de dire, OK, il n'y a pas d'habitants, donc logiquement, s'il n'y a pas d'habitants, on ferait tout simplement disparaître la commune en la faisant absorber par une autre. Mais là, du fait du côté historique, le nom est conservé avec une gestion très particulière et en soi, j'ai tendance à me dire que c'est ça aussi qui est beau dans la France d'avoir toujours ce souvenir. Tiens, on n'avait pas fait de lien avec d'autres épisodes, ça me rappelle un petit peu lié à ça, la tombe du soldat inconnu. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. C'est ça. Et moi, pour finir, Thierry, je voulais juste parler, alors c'est pas une anecdote sur une ville précise, mais tu sais, il y a beaucoup de fusions de communes. Et je sais que moi, ma commune avait fusionné avec la commune voisine. Et effectivement, dans ce cadre-là, le maire d'une des communes devient le maire officiel. Et tu peux après avoir les anciens maires qui deviennent des maires délégués ou qui redeviennent conseillers municipaux. Il y a pas mal de recherches. Je sais que les Sables d'Olonne, ça avait été ça, des fusions de 3 communes. Donc, n'hésitez pas également à nous préciser si vous faites partie d'une de ces communes. Mais en tout cas, il y a des cas un peu spécifiques. Et ouais, j'espère qu'en tout cas nos auditeurs auront appris différentes choses, que ça aura été plus ludique que simplement un peu scolaire. Et puis, je propose de passer à l'info sur nos réseaux après le générique. Ça serait vraiment intéressant d'avoir des gens qui nous rejoignent, en particulier sur Discord pour faire des retours d'expérience. Et si tel est le cas, que effectivement que les gens nous écoutent juste après le générique pour avoir plus de détails. À de suite.
Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci à toi Thierry encore une fois de cette belle préparation et de sujets d'actualité. Vous pouvez nous retrouver sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître, toujours par ce même Thierry qui bosse d'arrache-pied et qui vous fait découvrir le podcast et plein d'anciens épisodes également. Je te laisse Thierry présenter la suite de nos réseaux. Le comble, et si je peux me permettre une petite blague privée, c'est que je travaille d'arrache-pied et pourtant c'est toi qui as mal aux pieds. Mais bon. Exactement, bon, ça c'est ça. Voilà, je vieillis, Thierry, je vieillis et mon corps me le rappelle. Voilà. Et d'ailleurs, on teasine, sans dévoiler le dossier médical de Sylvain, mais ça fera peut-être sujet d'un prochain épisode, donc on en parlera dans ton introduction de l'épisode concerné en fonction. Un peu de teasine, ça fait jamais de mal. En tout cas, de manière générale, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez en écouter encore plus, n'hésitez pas à aller sur notre site www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver des liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Et puis évidemment, il y aura tous les épisodes sur ce site. Il y a également le lien vers notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus à nous écouter sur YouTube, donc ça c'est cool. Encore merci. Le lien vers notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Donc là aussi, où on poste à chaque fois les nouveaux épisodes. Et une fois par semaine, on relance des épisodes. Et puis, de manière générale, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode en cours pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et vers notre fameux serveur Discord, où vous allez pouvoir discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. Et allez voter. À bientôt. Salut.